Alors l'opposition ivoirienne également n'est pas restée en marge des messages de Nouvel An. Dans leurs adresses, plusieurs gros calibres de la classe politique nationale issus des rangs de l'opposition essentiellement, dont le président du PDCI Henri Konan Bédié, du FPI Pascal Affi-N'Guessan et de l'UDPCI, ou encore l'ex-première dame Simone Eivek Gbagbo, du mouvement Génération Capable, formule des vœux de paix et de réconciliation dans le dessein républicain du maintien et de l'accélération des performances socio-économiques dans le pays. Je vous propose de voir ce sujet. On en parle juste après. Les acteurs politiques ivoiriens issus de l'opposition ne dérogent pas à la règle. Comme à l'accoutumée, ils ont adressé leurs vœux du Nouvel An aux populations et aux amis de la Côte d'Ivoire. Le 31 décembre dernier, le président du PDCI ouvrait le bal. Dans son traditionnel message à l'occasion du Nouvel An, Henri Konan Bédié insiste sur la nécessité de la paix tout en ébauchant des pistes de la construction d'une Côte d'Ivoire démocratique et plus forte. Le président du parti doyen invitera à faire de la paix une réalité et un sacerdoce. Même ton au FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, qui dans son adresse de Nouvel An appelle lui à un dialogue politique loyal, sans couperet ni menace, sans ultimatum ni préalable. Même préoccupation à l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Son président, Abdallah Mabri Touakeus, révèle que le dialogue inclusif national, auquel le chef de l'État invite les Ivoiriens, est une occasion unique pour l'attente forte du parti Arc-en-Ciel en 2022. Débarrasser la Côte d'Ivoire de la peur et rétablir la confiance dans le pays. Autre figure politique majeure de l'opposition à s'adresser aux Ivoiriens, l'ex-première dame Simone Eivek Gbagbo, soucieuse de créer en Côte d'Ivoire une société prospère, économiquement, socialement et politiquement renouvelée et bien intégrée. Elle appelle à embarquer dans le navire du MGC, Mouvement des Générations Capables, pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Du côté du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, l'adresse aux populations de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo reste attendue. Mais Ayoubé Oulaïk a parlé. Alors, messieurs, les leaders de l'opposition ivoirienne se sont également prononcés. Ils ont formulé leurs vœux, également à l'endroit des Ivoiriens et de leurs militants spécifiquement. Réaction, analyse? Oui, Arthur? Bon, faut dire que tous les messages ont parlé de paix, évidemment. Oui, tous les messages en général, mais surtout que Laurent Gbagbo ne s'est pas prononcé. Moi, je suis plus concentré sur l'autre vrai poids lourd de l'opposition, qui est Henri Konan Bédié. Et j'ai eu un petit regret en écoutant les deux discours. J'ai regretté la campagne de 2020. Parce que finalement, on a une campagne pauvre, alors que là, on voit quand même que ce soit dans les discours d'Henri Konan Bédié et de Alassane Ouattara, les problèmes de paix, de transformation de l'économie, de l'éducation sont revenus dans ces deux discours. Donc nous avons manqué une campagne qui aurait pu être une vraie campagne politique de programme où on allait voir comment le président Alassane Ouattara parle de transformation de l'économie quand Henri Konan Bédié parle par exemple d'industrialisation. Ils allaient nous dire comment. Sur l'éducation, le président Alassane Ouattara a dit dans son discours que les réformes étaient faites. Henri Konan Bédié estime que pour l'instant, je crois que c'est ça, l'éducation, les programmes ne sont pas à l'image de ce qu'attend le marché, etc. Ça, c'est des questions qui étaient intéressantes, qui nous font regretter encore le gâchis de 2020, en quelque sorte. Mais là où on peut être content, c'est que la paix est revenue dans tous les discours et le dialogue politique est revenu dans tous les discours. Et là, je rejoins mon ami Guy Pierre. Mettons ce dialogue politique ou plus largement cette réconciliation. Quel est le cadre, quel est le mécanisme et comment on la garantit. Donc, en gros, regret parce que on voit quelques différences qui auraient pu faire une belle campagne politique, mais satisfaction parce que tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une paix et j'espère une paix positive. Et tout le monde est d'accord sur l'importance du dialogue politique qui a été initié d'ailleurs. Le président économique a même félicité le président du gouvernement pour cette initiative. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. On a l'impression que la classe politique amorce effectivement un nouveau virage, où on ne condamne pas toujours forcément, même quand on est de l'opposition, on ne condamne pas toujours forcément ce que le gouvernement fait. Eddy Guipier. Il y a une sorte de chorus, en effet, au niveau de la classe politique. Et encore une fois, comme je le dis en tant que chercheur, travailler sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter sur une chaîne en particulier pour suivre. Vous allez déjà sur les réseaux sociaux pour être connecté et suivre les interventions de plusieurs leaders politiques. Les chaînes se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux.
ce que j'allais vous En ce moment, NCI diffuse cette émission sur les réseaux sociaux. En direct, etc. Petite précision. Hein. Voilà. Et donc, on a ce chorus de la part des hommes politiques. Comme je le disais, encore une fois, la vie politique est quand même pacifiée, eu égard aux sueurs froides qu'on a eues l'année dernière. Et vous avez plusieurs interventions au Front populaire ivoirien, PPA, Mme Simone Gbagbo, Henri Konan Bédié, Soro Guillaume, on l'a oublié. Et il y a quand même un grand absent qui est le président Mamadou Koulibaly, qui faisait du suivi de l'action gouvernementale et qui procédait à beaucoup de critiques. Donc on a ce sentiment partagé d'une paix qu'on espère qui ne sera pas précaire. On a aussi ce souhait-là de ce dialogue politique. Le président Bédié aussi le dit, que la plupart des dialogues ont été à son initiative. De son initiative, vous vous rappelez un peu de cette rencontre tendue entre lui et Alassane Ouattara l'année dernière, qui a permis quand même de désamorcer les choses et bon, d'aboutir à une sorte de pacification, enfin de situation, somme toute, assez pacifiée. Donc, il n'y a pas de discours au relent guerrier, il n'y a pas de menace. Dans cette année creuse 2022, pour citer le chef de l'État, qui n'est pas une année politisée à outrance, puisque les élections prévues, enfin de façon putative, hein, sont peut-être prévues pour 2023. L'élection locale municipale. On n'a pas d'année politique politisée, mais on a des défis et tout le monde essaie de faire, comme Arthur l'a dit tout à l'heure, je l'avais rappelé encore sur ce plateau, la pauvreté du débat, la pauvreté des idées lors de la campagne de 2020 aujourd'hui. On en était malheureux. Oui, pêle-mêle aujourd'hui, plusieurs idées renforcent un peu. On a eu une bonne intervention aussi du président Bédié qui est familier des réseaux sociaux, semble-t-il, hein, avec plusieurs thématiques qu'on a vues à chaque fois qui étaient sous son écran, etc. Et on voit en tout cas que les leaders essaient d'abonder dans le sens de la paix pour essayer d'avoir une paix qui soit durable, une paix par le respect des textes et une paix de tous les Ivoiriens, des leaders en particulier. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, à côté de tous ces vœux, il y a Mme Simone Veil qui est revenue un peu sur les réformes à entreprendre en vue des élections de 2023 et 2025. C'est-à-dire qu'au regard de l'année qui n'a pas un grand enjeu politique, il serait peut-être intéressant de profiter pour discuter des réformes de manière apaisée, de sorte à trouver un consensus pour les élections à venir. Je pense que ça aussi, c'est à saluer. Ambroise ? Je surprends les uns les autres. Moi, je trouve qu'au-delà des contenus, au-delà de ce qui a été dit, je trouve l'exercice un peu... Ça me laisse perplexe. Pourquoi ? Parce que voir les leaders de l'opposition s'exprimer en même temps que le président de la République, le même jour, c'est comme une délégitimation du discours du président. Est-ce qu'ils se sont exprimés le même jour que lui ? Beaucoup l'ont fait le 31. Oui, bien sûr, mais pas en même temps. Enfin, oui, Arthur. C'est devenu une habitude. D'ailleurs, en début d'émission, tu avais utilisé le mot constitutionnel, mais constitutionnellement, j'ai dit coutumier. Le président n'est pas constitutionnellement tenu de faire un discours le premier. C'est une tradition, disons-le. Voilà. Et constitutionnellement, il a un discours à faire de l'État de la nation devant le Parlement réuni en Assemblée nationale. Voilà. Et donc, rien, légalement, constitutionnellement, impose à quelqu'un une heure de ce... Par contre, je suis d'accord, cette fois-ci, ça n'a jamais été à la même heure, c'est soit avant, soit après. Oui. Le seul qui avait tenté une année de le faire à la même heure, c'était Guillaume Soro. Mais non, je pense quand même qu'il y a du respect républicain en essayant de ne pas parler à 20h en même temps que le président de la République. Ambroise, vous terminez ou... Oui, bon, je termine pour dire, bon, sinon je tenais à relever ça, que s'exprimer le même jour que le président de la République, j'estimais pour ma part que c'était un peu osé. C'était comme si on le délégitimait un peu. On délégitimait son discours. Est-ce que le mot n'est pas fort, le délégitimer ? Bon. Je me pose la question. Hein. Oui, c'est vrai de la poser, mais c'est le sentiment que j'ai. D'accord. C'est un avis personnel. Bien sûr, qu'on respecte. C'est clair. Mais j'estime que c'est comme si on le délégitimait. Et en creux, j'y vois une sorte de poursuite de la guerre contre sa candidature. Voilà, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Voilà, je vois, voilà. Donc, pour le reste, j'estime que, bon, ils ont tenu de bons discours, les uns et les autres, qui sont tous allés dans le même sens comme le relevé, mais les prédécesseurs. Voilà, donc, c'est à saluer. Très bien. Landry ? C'est à saluer. Alors, contrairement aux amis qui parlent de 2022, une année creuse, pour moi, ce ne sera pas une année creuse. Ce sera une année où les gens vont réellement travailler au ménage. Parce que pour moi, la politique, ce n'est pas le fait de courir de manière inexorable vers un fauteuil, mais c'est aussi de préparer l'action politique. Ils seront emmenés à préparer. Et comme disait le docteur Guipier, il y a une sorte de chorus d'union. On comprend, on se dit, il faut qu'on apaise les choses, la situation, on calme et qu'on pose les vrais problèmes. Les vrais problèmes qui seront discutés
où l'intelligence politique en Côte d'Ivoire va se démontrer, montrer au reste du monde que dans ce pays, il y a de la matière, il y a un véritable personnel politique qui est en capacité de pouvoir formuler une offre globale, laquelle va pouvoir être appliquée à court, moyen et long terme. 2022, c'est une année fondamentale, même pour les différents partis politiques, parce qu'il va falloir les restructurer. Le PDCI l'a commencé, le RHDP va aussi le faire, et je vous promets que ça va faire énormément de bruit. Ça, c'est certain. Il y a de jeunes pousses qui vont être révélées. Donc, je vous dis que 2022, ça sera une année... Vous nous faites des révélations à demi-mot, hein? Bien sûr, bien sûr. Et 2022 prépare... Il y en a sur ce plateau, soit dit en passant. 2022 prépare 2023 dans ce sens où cette élection locale est fondamentale. Je disais il y a quelques années à quelqu'un que pour 2018, celui qui l'aura remporterait l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de l'occupation spatiale du territoire national, lorsque vous gagnez des communes, vous gagnez des régions, vous détenez le pouvoir d'autoriser ou pas des marches, etc. Vous avez la capacité d'agir. C'est important. Il ne faut pas se le cacher, c'est la réalité politique. Et pour 2023, vous avez un parti nouveau comme le PPACI qui a besoin de pouvoir s'exprimer et de pouvoir d'occuper l'espace. Donc ça sera disputé. Et on va se préparer à cela. Et on va révéler du personnel. Et pour moi, quiconque pense qu'on va dormir en 2022 aura donc sa tête et ses yeux pour pleurer en 2023 parce que 2025 va se préparer en 2023 et 2022 prépare 2023. L'échec de la planification et la planification de l'échec, c'est ce que vous dites en somme. Absolument. Alors, monsieur, une question avant de poursuivre dans le débat. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des intentions pour les élections locales de 2023 ? Oui, Landry ? Voilà. Mais je ne vais pas révéler la circonscription. Ah, d'accord, très bien. Bon, au moins, c'est franc de le dire. Oui. Ce qu'il faut signifier, il y a quelques années, Laurent Gbagbo disait que les élections locales n'étaient pas des élections politiques, c'était des élections de développement. Mais la configuration a vraiment changé depuis les sénatoriales, où justement les élections municipales sont devenues des élections politiques. Des élections en jeu, parce que si vous perdez les municipales, vous avez une grande chance de perdre les sénatoriales et vous perdez la majorité au Parlement. Voilà, donc il y a une vraie reconfiguration, il y a des défis qui attendent l'ensemble des partis politiques. Bien sûr. Professeur Dion, un mot sur les vœux formulés par les leaders de l'opposition. Ils ont à peu près tous souhaité qu'il y ait un environnement de confiance. Le président Bédié, j'ai pris le temps de l'étudier, c'est une personnalité assez particulière, qui ne parle pas beaucoup, mais les mots du président Bédié forcément impactent la vie de la Côte d'Ivoire. Quand le président Bédié développe un concept, quand il lance une idée, la Côte d'Ivoire va dans un sens comme dans un autre. Chacun apprécie. Sa dernière intervention, après la crise de 2020, c'était « allons au dialogue ». Politique, il a dit inclusif. Mais il dit en même temps dans ce même discours, au moment où on parlait de la question de la légitimité ou non du président Ouattara, à la fin de son discours, il a dit que le président Ouattara était le pilote de la réconciliation. C'est une expression que j'ai bien soulignée. Pilote de. Je crois que c'était une façon de dire que c'est lui qui devait être à l'initiative de. Et je crois que le président Ouattara a compris le message, le dialogue a été lancé. Donc le président Bédié parle ici dans sa double qualité d'aîné, pas seulement le président du PDCRDA, mais d'aîné de la classe politique. Des seniors, et comme on le dit à l'université, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc, il y a cette légitimité, il y a cette autorité qui fait que le président Bédié, quand il parle, on est obligé d'écouter, d'entendre et de voir dans quel sens on s'en va. Donc, il mesure le poids de sa responsabilité. Le président Mabry, il est un homme d'État très modérantiste. Donc, on a compris que dans son intervention, il demande que 2022 soit une année de dialogue pour que la Côte d'Ivoire renoue avec ses valeurs fondamentales. Donc, ce n'est pas assez surprenant de la part de Mabry. Le président Ouattara, on vient d'analyser en long son discours. Bien sûr. Je terminerai en disant que, alors, en 2015, dans une vie antérieure, un grand-fils de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Charles Konan Banny m'a fait l'honneur de me nommer son directeur de campagne nationale à l'élection présidentielle. Et il m'a fait cette confidence un jour, s'agissant du président Ouattara, qu'il connaissait déjà depuis 40 ans à cette époque. Bien sûr. Ouattara est un homme extrêmement méticuleux. Et ça, il faut le lui reconnaître. Et depuis lors, j'analyse les actions du président Ouattara
sous cet angle, sous ce prisme-là, selon cette grille de lecture, et il faut le suivre ainsi. Qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il est cohérent, il est organisé. Quand il se fixe des objectifs, il se donne tous les moyens d'atteindre ces objectifs. Très bien. Oui, non, Landry, je reviendrai à vous, Arthur. Vous voulez réagir tout à l'heure? Non, juste pour dire que pour moi, ça a un peu sorti du débat, mais les élections locales doivent rester. Elles sont d'abord des élections de développement. Ça n'a jamais enlevé un enjeu politique à ces élections, quoique l'objectif soit le développement. Après, on a rajouté le Sénat, oui, mais après, même dans le jeu parlementaire, la dernière décision, même quand le Sénat s'y oppose, revient à l'Assemblée nationale. Alors, pour paraphraser un peu ce que disaient les intervenants tout à l'heure, c'est une élection de développement à fort enjeu politique, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'indépendants, il faut en attendre. C'est cela. Alors, une dernière question que je vous pose avant de passer au prochain sujet. Est-ce que vous voyez, vous êtes des analystes politiques, des observateurs, vous faites de la prospective, est-ce que vous voyez des alliances se faire et se défaire en cette année 2022 ? Oui. Justement, c'est ça à quoi je voudrais en venir. Parce que Allez-y. lorsque vous écoutez le président Bédié et que vous écoutez le propos, le message du président Ouattara, vous posez la question toute évidente. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont face à face en duel alors qu'ils sont partis et ils sont si bien côte à côte en duo? En réalité, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'on a des partis politiques qui fondamentalement ne sont pas opposés. Idéologiquement, ne sont pas opposés. J'arrive, je vais les citer, il n'y a aucun problème. Et qu'il y a nécessairement, et je suis convaincu, que dans les mois qui viendront, dans les années qui viendront, au niveau du parti au pouvoir, il y a le besoin de constituer une sorte de majorité présidentielle. Pourquoi? Où voulez-vous en venir, Landry Couillot? Je veux juste dire que c'est une réalité selon laquelle il sera difficile aujourd'hui de se maintenir au pouvoir tout seul. Ah oui, absolument. Ce n'est pas possible. Ou alors, il va falloir déployer des forces extraordinaires. Alors, le temps court, et moi j'ai une charge très difficile, celle de contenir dans ce temps-là qui m'est attribué. Est-ce que vous voyez des alliances? Si oui, quelles seraient-elles? Arthur Banga. Pour moi, je suis d'accord avec Landry que l'alliance c'est la plus logique. Facilitez-moi la tâche. Oui, d'accord. RHDP, PDCI par exemple, avec des... Pour moi, on part peut-être sur le FPI d'Afinguessan qui va rejoindre le RHDP. Et dans un premier temps... Vous pensez que c'est possible? Pour moi, c'est ce que je vois. Et dans un premier temps, le PDCI et le FPI le PPACI plutôt, vont tenter, même si c'est illogique du point de vue historique et idéologique, vont tenter de renforcer leur alliance. Oui. Si ça ne marche pas, moi, je pense qu'on pourra revenir à l'historique et à l'idéologie. D'accord, très bien. Landry, vous avez parlé. Ambroise? Oui, non, je vois comme lui. Hein. PDCI, PPACI, probablement. Et FPI, RADP, probablement. Mais il y a tellement d'imprévus aussi. Hein. C'est cela. Voilà, la vie politique, elle est tellement fluctuante. Absolument, et très dynamique en Côte d'Ivoire. Tout peut survenir. Hein. Voilà, donc, on est dans la projection. Je pense qu'on a la typologie des alliances en Côte d'Ivoire. On a fait le tour. On a tout eu en Côte d'Ivoire. Des alliances de circonstances, des alliances idéologiques, des alliances par famille politique. Aujourd'hui, l'alliance la plus visible, c'est la lune de miel entre les présidents Gbagbo et Bédié autour des PPACI et PDCI. C'est une base idéologique, on est bien d'accord. Bien entendu. Bien entendu, même si à la base, les fondateurs du PDCI sont des hommes de gauche aussi. Et que le président Bédié a milité. C'est un débat que vous soulevez. Je vous vois faire un petit sourire. On est passionné d'histoire. D'accord, très bien, allez-y. Je pense que c'est l'alliance, en tout cas, qui a le plus de chances de se solidifier en 2022 de façon formelle, pourquoi pas, ou du moins une alliance au niveau électoral comme on a pu le voir lors des législatives. Sylvain Guessant. Oui, bon, le PDCI et le PPACI vont chercher à renforcer leurs relations, mais je pense que ces choses-là ne pourraient pas tenir pendant longtemps. Voilà. À la lumière des candidats qui vont se dégager dans les différentes formations politiques, comme en Côte d'Ivoire, les partis politiques ne sont pas des institutions fortes, ce sont plutôt les leaders qui font de ces instruments-là. Si vous avez deux candidats, un du RHDP et un du PDCI, qui sont assez proches de par leurs relations que vous faites bâtir pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire d'elles-mêmes assez rapidement. Mais la professeure Dion 2025, Comment? Non, juste 2023. Professeur Dion. Alors, évidemment, RHDP, FPI, bon, quand FPI c'est Afinguessan, je crois que ça est en train de se dessiner sous nos yeux. Non, c'est dessiné définitivement. Enfin, FPI Afinguessan, j'entends. C'est FPI Afinguessan. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça que je dis, c'est déjà dessiné, c'est clair et net. Il n'y a plus de crise, il n'y a plus de confusion. Vous avez le PDCI, pas artificiel. PPACI
Pour le moment, ça semble se dessiner. Mais il y a un autre acteur qu'on a oublié, qui est l'UDPCI. Vous le voyez où, l'UDPCI? C'était le Gayland, c'est devenu le Mabriland. Alors, PDCI et PEPACI n'ont pas semblé donner l'impression à Mabri qu'ils en avaient besoin à la dernière élection, là, aux législatives. Absolument. Pas vraiment, voilà. Alors, donc, il y a un entre-deux qui fait qu'on ne sait pas où ça va se situer. Si vous permettez, oui. Mabri a fait une vraie démonstration de force dans son Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que en ce moment-là, le PPCI et le PDCI ont revu, à mon avis. C'est pour ça qu'il est dans l'entre-jeu et que j'ai dit que de Gayland, on est passé au Mabriland, de l'Ouest montagneux. Alors, je termine sur le fait que allez-y. C'est vrai qu'on parle de PEPACI et de PDCI. La question que je me pose, j'ai tout à l'heure fini par dire que le président Ouattara, quand il se donne des objectifs, il s'en donne les moyens. Est-ce qu'il laissera cette alliance PDCI-PEPACI se réaliser? Est-ce qu'il ne cherchera pas à aller vers le président Bédié avec les moyens qu'il va mobiliser et dont il va disposer? C'est vraiment la question que je me pose.